Plus de 400 000 personnes ont été sélectionnées par Joseph Mengele à Auschwitz. D'un simple geste de la main, il décidait qui vivrait temporairement et qui mourrait dans les chambres à gaz. Mais sa véritable obsession était les jumeaux. Mengele a identifié environ 1500 paires de jumeaux pour ses expériences. Il leur donnait des bonbons, jouait avec eux, gagnait leur confiance. Ensuite, il les soumettait à des injections dans les yeux sans anesthésie, à des transfusions sanguines incompatibles et à des amputations tout en étant conscient. Parmi les 3000 jumeaux qu'il a sélectionnés, seuls 200 ont survécu à la guerre. Un médecin éduqué qui est devenu un monstre. Le 16 mars 1911, Joseph Mengele est né à Günzburg, une prospère ville bavaroise, au sein d'une famille aisée. Son père, Karl Mengele, avait construit une entreprise prospère de machines agricoles qui a placé la famille parmi la bourgeoisie industrielle allemande. Le jeune Joseph a grandi entouré de commodités, d'une éducation privilégiée et d'attentes de succès professionnel. Au cours de la décennie de 1920, Mengele est entré à l'université de Munich pour étudier la philosophie, où il a été profondément influencé par les théories raciales qui commençaient à imprégner les cercles académiques allemands. L'idéologie d'Alfred Rosenberg sur la supériorité aryenne a trouvé en lui un récepteur enthousiaste. Cette exposition précoce à des concepts pseudo-scientifiques sur les hiérarchies raciales façonnerait toute sa carrière ultérieure. En 1935, il a complété son doctorat en anthropologie physique à l'université de Munich. Sa thèse examinait les différences dans la structure de la mâchoire entre différents groupes raciaux, un travail qui, bien que rigoureux académiquement pour son époque, était imprégné des préjugés raciaux que le nazisme promouvait comme science légitime. Il a poursuivi ses études en médecine à l'université de Francfort, obtenant son deuxième doctorat en 1938. Le véritable tournant est survenu en 1937 lorsque je commençais à travailler à l'Institut de biologie héréditaire et d'hygiène raciale à Francfort. Là, sous la tutelle du docteur Ottmar von Verschuer, l'un des généticiens les plus éminents d'Allemagne, je me suis plongé dans des recherches sur les jumeaux. Von Verschuer était une figure respectée dans les cercles scientifiques internationaux et un fervent croyant en l'eugénisme, la pseudoscience qui visait à améliorer la race humaine par la reproduction sélective. Les études sur les jumeaux avaient Nantes gagné en prominence dans la recherche génétique des années 30. Les scientifiques croyaient qu'en comparant des jumeaux identiques avec des jumeaux fraternels, ils pourraient déterminer quelles caractéristiques étaient héritées et lesquelles étaient acquises. Mengele est devenu l'assistant le plus prometteur de von Verschuer. Cette recherche a établi sa fascination pour les jumeaux qui deviendrait plus tard une obsession mortelle. En 1937, il a rejoint le parti nazi et l'année suivante, il s'est uni au SS. Ce ne furent pas des décisions pragmatiques. Tous les enregistrements confirment qu'il était un croyant genuin dans l'idéologie nationale-socialiste. Il voyait son travail scientifique comme faisant partie d'une mission plus grande, la préservation et l'amélioration de la race aryenne. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, Mengele a été appelé au Oberostozem, service militaire. Il a servi en tant qu'officier médical de bataillon sur le front oriental, où il a fait preuve de bravoure au combat et a été décoré de la Croix de fer. Cependant, en 1942, il a subi une blessure qui l'a rendu inapte au service de combat actif. Il est retourné en Allemagne et a repris contact avec von Verschuer. Dans ces conversations, une possibilité extraordinaire a émergé depuis sa vision scientifique tordue. Les camps de concentration contenaient des populations captives que le régime considérait comme racialement inférieures. Pour les chercheurs sans scrupules éthiques, ces prisonniers représentaient des sujets d'expérimentation illimités. En 1943, avec le soutien de von Verschuer, il a demandé un transfert au service des camps de concentration. En mai, il a été affecté à Auschwitz-Birkenau, le plus grand complexe de camps du système nazi.
Le médecin en chef des SS, Eduard Wirtz, l'a nommé médecin officiel du camp. Ce qu'il a trouvé à Auschwitz a même dépassé ses attentes les plus sombres. Chaque jour, des trains chargés de Juifs déportés de toute l'Europe occupée arrivaient, des milliers de personnes descendaient sur les rampes de sélection où des médecins des SS décidaient qui vivrait temporairement en tant que travailleurs esclaves et qui mourrait immédiatement dans les chambres à gaz. Ce système offrait à Mengele non seulement des sujets d'expérimentation, mais aussi le pouvoir absolu sur des vies humaines. Pour mai 1943, Joseph Mengele avait achevé sa transformation. L'étudiant brillant, le chercheur respecté, l'officier décoré, se trouvait maintenant en position de convertir le savoir scientifique en instrument de génocide. L'éducation qui aurait dû faire de lui un guérisseur deviendrait son outil pour causer une souffrance inimaginable. L'ange de la mort était arrivé à Auschwitz. L'ange de la mort à Auschwitz. Le complexe d'Auschwitz-Birkenau s'étendait sur de vastes terrains en Pologne occupée. Une machine de mort méticuleusement organisée. Auschwitz I était le camp principal avec ses baraquements administratifs. Auschwitz II, connu sous le nom de Birkenau, était le centre d'extermination massive avec ses chambres à gaz et ses crématoires. Auschwitz III, Monowitz, fonctionnait comme camp de travail forcé pour l'industrie allemande. Entre ces trois secteurs, plus d'1 million de personnes seraient assassinées pendant la guerre, la majorité étant des Juifs. Lorsque Joseph Mengele est arrivé en mai 1943, le camp fonctionnait déjà à pleine capacité en tant que centre d'extermination. Chaque jour, des transports ferroviaires en provenance de Hongrie, de Pologne, de France, des Pays-Bas et de Grèce arrivaient. Les wagons à bestiaux s'arrêtaient sur une rampe spécialement construite à l'intérieur de Birkenau. Les portes s'ouvraient et des centaines de personnes épuisées, confuses et terrifiées descendaient sans savoir que la majorité n'avait que quelques heures à vivre. La rampe de sélection était l'endroit où Mengele a trouvé son élément. D'autres médecins des SS considéraient les sélections comme une tâche désagréable, mais nécessaire. Mengele, en revanche, assistait même lorsque ce n'était pas son tour. Il se présentait impeccablement habillé avec son uniforme des SS, souvent avec une blouse blanche immaculée par-dessus, des gants blancs parfaitement ajustés. Pendant que les familles se rassemblaient, perplexes, sur la plateforme, il marchait parmi elles en sifflant des mélodies d'opéra, principalement Wagner. Avec un simple mouvement de sa main gantée ou avec sa canne, Mengele décidait des destins. Un geste vers la gauche signifiait admission temporaire dans le camp en tant que travailleur esclave. Un geste vers la droite signifiait mort immédiate dans les chambres à gaz. Les personnes âgées, les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes ayant des handicaps visibles, tous allaient automatiquement vers la droite. Environ 75% de chaque transport était envoyé directement à mourir. Mais Mengele recherchait quelque chose de spécifique à chaque sélection. Ses yeux parcouraient bas les rangées à la recherche de jumeaux. Lorsqu'il les identifiait, son comportement changeait dramatiquement. Il souriait, parlait doucement, séparait les enfants de leur famille avec des promesses de protection spéciale. Les prisonniers qui travaillaient sur les rampes avaient reçu l'instruction de crier dans plusieurs langues, Zwillinge, twins, jumeaux. L'identification des jumeaux était une priorité absolue. Les jumeaux sélectionnés par Mengele n'allaient même pas dans les baraquements réguliers. Ils étaient conduits au bloc 31 dans le camp Gitano de Birkenau, un baraquement spécial connu sous le nom de Kindergarten. Là, ils recevaient une meilleure alimentation, des couvertures propres et n'étaient pas contraints à des travaux forcés épuisants. Les enfants appelaient Mengele oncle Mengele, tonton Mengele. Il leur apportait des bonbons, des chocolats, des jouets. Il jouait avec eux, leur parlait gentiment, gagnait leur confiance. Cette gentillesse était un cruel prélude à l'horreur qui allait suivre.
Mengele avait sélectionné environ 1500 paires de jumeaux pendant son temps à Auschwitz. Parmi ces 3000 enfants, seulement 200 survivraient à la guerre. Le reste mourrait dans ses expérimentations ou serait tué quand il ne lui serait plus utile. Le processus expérimental commençait par des examens approfondis. Chaque paire de jumeaux était mesurée, pesée, photographiée sous plusieurs angles. Des moulages dentaires, des empreintes digitales, des empreintes de pieds étaient à réaliser. La couleur des yeux, la texture des cheveux, la forme des oreilles, la taille du nez étaient enregistrés méticuleusement. Ces examens pouvaient durer des heures, laissant les enfants affamés et épuisés. Des médecins prisonniers contraints d'assister à Mengele ont décrit la précision obsessive de ces mesures. Ensuite, il y avait les prélèvements sanguins. Mengele ordonnait des prélèvements massifs, drainant parfois tant de sang que les enfants s'évanouissaient. Certains mouraient directement à cause de la perte de sang. Les échantillons étaient envoyés à l'Institut Kaiser Wilhelm à Berlin-Dahlem où von Verschuer les recevait pour une analyse ultérieure. La correspondance entre Mengele et son mentor a continué pendant la guerre, discutant des découvertes et demandant davantage d'échantillons. Les expériences avec les yeux représentaient une des obsessions les plus perturbantes de Mengele. Il tentait de changer la couleur des yeux en injectant des produits chimiques directement dans les cornets d'enfants conscients, sans anesthésie. Les produits chimiques utilisés comprenaient du bleu de méthylène et d'autres teintures qui causaient une douleur aiguë, une inflammation sévère et souvent une cécité permanente. Lorsque les enfants criaient de douleur, Mengele restait impassible, prenant des notes sur les réactions. Après que les sujets soient morts, Mengele envoyait leurs yeux extraits à des collègues qui étudiaient la génétique de la couleur des yeux. Ces organes arrivaient dans des laboratoires allemands, dans des flacons préservés, chacun soigneusement étiqueté. Des scientifiques respectables dans des institutions académiques recevaient ces envois sans apparemment remettre en question leur provenance. Les transfusions sanguines entre jumeaux constituaient une autre expérience fréquente. Mengele connectait deux jumeaux avec des tubes et des aiguilles, transférant le sang de l'un à l'autre sans effectuer de test de compatibilité. Si les groupes sanguins ne correspondaient pas, les cellules s'agglutinaient, provoquant des réactions mortelles. Les enfants mouraient dans l'angoisse, tandis que Mengele observait et enregistrait le temps que prenait chaque phase de la mort. Il infectait délibérément un jumeau avec le typhus, la tuberculose ou d'autres maladies, laissant l'autre comme témoin. Lorsque l'un mourait, il tuait fréquemment l'autre immédiatement pour réaliser des autopsies comparatives. Le pathologiste prisonnier Miklos Niezli a été forcé de réaliser ces dissections. Dans ses mémoires ultérieures, Niezli a décrit une nuit où Mengele lui a ordonné de préparer 14 paires de jumeaux pour autopsie. Tous avaient été assassinés simultanément par des injections de chloroforme directement au cœur. Les amputations sans anesthésie étaient courantes. Mengele retirait des membres d'enfants vivants pour étudier la régénération osseuse ou simplement par curiosité sur les réponses au trauma. Il effectuait des castrations sur des garçons, des stérilisations sur des filles, sans tenir compte de la douleur ou des conséquences à long terme. L'absence d'anesthésie n'était pas due à une pénurie. Mengele ne jugeait tout simplement pas nécessaire d'atténuer la souffrance de ses sujets. Ses expériences s'étendaient au-delà des jumeaux. Il cherchait des personnes atteintes de nanisme, de gigantisme, de déformation physique, toute variation qu'il considérait comme scientifiquement intéressante. Une famille entière de nains juifs roumains, la famille Ovitz, a été sélectionnée par Mengele. Il les a soumis à des examens douloureux, à des extractions de moelle osseuse, à des expériences avec des températures extrêmes. Miraculeusement, cette famille a survécu, probablement parce que Mengele les considérait comme des spécimens trop précieux pour être détruits prématurément. Dans le domaine gitano, Mengele a étudié le noma,
une gangrène faciale qui est normalement extrêmement rare, mais qui est apparue sous forme épidémique chez les enfants romani en raison de la malnutrition extrême. Lorsque des médecins prisonniers ont découvert qu'en améliorant la nutrition, ils pouvaient guérir la maladie, Mengele a abandonné l'expérience. Les enfants qui avaient de commencé à se rétablir ont vu leur alimentation améliorée suspendue. Le Noma est revenu et la plupart sont morts. Les sélections que Mengele effectuait dans les baraquements hospitaliers du camp ajoutaient des milliers à son compte de victimes. Chaque semaine, il visitait l'infirmerie. Les prisonniers qui ne se rétablissaient pas après 2 semaines alitées recevaient une marque sur leur dossier. Cette marque était une sentence de mort. La doctoresse prisonnière, Gisela Perle, se souvenait de l'horreur que l'apparition de Mengele générait. Les femmes malades essayaient de sembler en bonne santé, se tenant droites malgré la douleur, souriant malgré la fièvre, sachant que montrer de la faiblesse signifiait la mort. Pendant des épidémies de typhus ou d'autres épidémies, Mengele appliquait des solutions drastiques. Au lieu de traiter la maladie, il ordonnait l'élimination complète de toute une baraque. Tous les occupants, malades et sains, étaient gazés. La baraque vide était complètement désinfectée avant d'être remplie de nouveaux prisonniers. Cette méthode, brutalement efficace pour contenir les épidémies, faisait des centaines de victimes à chaque fois. Le comportement de Mengele oscillait entre une amabilité superficielle et une cruauté extrême. Il pouvait offrir des bonbons à un enfant le matin et l'assassiner l'après-midi. Il sifflait joyeusement tout en observant ses victimes agoniser. Après des séances particulièrement brutales, il se lavait méticuleusement les mains avec du savon parfumé, sifflant des mélodies d'opéra. Des prisonniers ont décrit cette dualité comme la plus perturbante. Le monstre avait l'apparence, l'attitude et le langage d'un homme éduqué et raffiné. La quantité exacte de victimes directes de Mengele ne sera jamais déterminée avec précision. Les enregistrements de ces expériences ont été détruits par les SS lorsqu'ils ont évacué Auschwitz en janvier 1945. Cependant, des estimations conservatrices suggèrent qu'au moins 400 000 personnes ont été soumises à ces sélections sur la rampe. Sur les environ 1500 paires de jumeaux qu'il a identifiés et expérimentés, 1400 sont mortes. En ajoutant les victimes de ces sélections hospitalières, expériences fatales et meurtres directs, Mengele a été personnellement responsable de dizaines de milliers de morts. Le 17 janvier 1945, lorsque l'armée rouge soviétique s'approchait d'Auschwitz, les SS commencèrent l'évacuation du camp. Mengele empaqueta soigneusement 2 caisses avec des échantillons et tous les dossiers des expériences qu'il pouvait transporter. Il quitta Auschwitz, laissant derrière lui des prisonniers trop faibles pour marcher. 7 jours plus tard, le 27 janvier, des troupes soviétiques libérèrent le camp en trouvant environ 7000 prisonniers à moitié morts de faim. Les crématoires contenaient encore des cendres. Les chambres à gaz sentaient le Zyklon B. Mais Joseph Mengele avait déjà disparu dans le chaos de l'Allemagne en colère, échappé, et la grande évasion. L'hiver de 1945 a trouvé l'Europe dans son agonie finale. Le Troisième Reich s'effondrait sous la pression des armées alliées convergeant d'est en ouest. Des millions de soldats allemands tentaient de se rendre aux Américains ou aux Britanniques avant de se rendre aux Soviétiques. Des civils fuyaient vers l'ouest et parmi ce chaos massif, des criminels de guerre commençaient à effacer leurs identités. Joseph Mengele, après avoir quitté Auschwitz, a été brièvement transféré au camp de Gross-Rosen en Basse-Silésie, puis dans des sous-camps près de Reichenau. Au cours de ses déplacements, il a gardé avec lui les 2 boîtes contenant des spécimens d'Auschwitz et ses précieux dossiers d'expérience. En février 1945, Mengele comprit que la guerre était perdue. Il prit une décision qui sauverait sa vie. Il échangea son uniforme des SS contre un de la Wehrmacht, l'armée régulière allemande. Ce changement lui permettrait de se mêler parmi des millions de soldats ordinaires.
Les SS étaient considérés comme une organisation criminelle et ses membres seraient interrogés de manière exhaustive, tandis que la Wehrmacht serait traitée comme des prisonniers de guerre réguliers. Mengele avait un autre avantage crucial. Il ne portait pas le tatouage de groupe sanguin que la plupart des membres des SS avaient sur la partie inférieure du bras gauche. Sans uniforme distinctif et sans marque corporelle identifiable, il pouvait passer pour un soldat ordinaire. En juin 1945, des semaines après la reddition allemande, il fut capturé par des troupes américaines près de Weiden in der Oberpfalz en Bavière. Il donna son nom comme Fritz Hollmann et présenta des documents d'identité correspondants. Les soldats américains traitaient des milliers de prisonniers quotidiennement et le système de vérification dépendait de listes de personnes recherchées qui circulaient lentement entre les unités et étaient souvent incomplètes. Le nom de Joseph Mengele apparaissait dans certaines listes de criminels de guerre, mais pas dans toutes. Le soldat qui a traité Fritz Hollmann n'avait pas accès à la liste correcte ou ne l'a pas consultée correctement. Après un interrogatoire de routine, Mengele a été classé comme prisonnier de guerre régulier et envoyé dans un camp de internement. Pendant cette période, les procès de Nuremberg étaient en préparation. Le procès des médecins a commencé le 9 décembre 1946 au palais de justice de Nuremberg. 23 accusés ont fait face à des accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en raison d'expérimentations médicales. Pendant 140 jours, 85 témoins ont témoigné sur les atrocités commises dans divers camps. 1500 documents ont été présentés comme preuve. Le nom de Joseph Mengele a résonné à maintes reprises lors du procès. Des survivants d'Auschwitz ont témoigné sur le médecin qui effectuait des sélections en sifflotant de la musique. Ils ont décrit des expériences sur des jumeaux, des injections létales, des amputations sans anesthésie. Le pathologiste Miklos Nisli a fourni des témoignages détaillés sur des autopsies de jumeaux assassinés. Mais Mengele ne figurait pas parmi les accusés. Les procureurs ne savaient pas où le trouver. En août 1947, le tribunal a prononcé des verdicts. 7 médecins ont été condamnés à mort par pendaison, 5 à la réclusion à perpétuité, 4 à des peines de 10 à 20 ans et 7 ont été acquittés. Les exécutions ont eu lieu le 2 juin 1948. Pendant que ces procès se déroulaient, Mengele avait déjà été libéré du camp de prisonniers. Il se dirigea vers une ferme près de Rosenheim, en Haute-Bavière, où il trouva du travail comme ouvrier agricole. Le fermier qui l'employait connaissait sa véritable identité, mais ne le dénonça pas. Mengele vécut là-bas pendant presque 3 ans, travaillant dans les champs, dormant dans des écuries, gardant un profil bas. Pendant ce temps, il est resté en contact secret avec sa famille à Günzburg. Son père Karl et ses frères lui ont fourni une aide financière modeste. Sa femme Irène, suivant des instructions, a dit à tout le monde que Joseph était mort à la guerre et a entamé des procédures de divorce par procuration. Entre 1948 et 1949, Mengele s'est même aventuré à se cacher à Günzburg, hébergé par des amis de la famille. Cette audace semblait imprudente, mais Günzburg était un bastion conservateur bavarois où la loyauté locale dépassait toute coopération avec les autorités occupantes. Cependant, pour 1949, Mengele comprit que l'Allemagne devenait trop dangereuse. Les procès continuaient, les enquêteurs recueillaient des témoignages et son nom apparaissait de plus en plus fréquemment dans les rapports. Simon Wiesenthal avait établi le Centre de documentation historique juive à Linz, en Autriche, collectant des informations sur des criminels fugitifs. Mengele a pris la décision d'abandonner l'Europe de façon permanente. Pour cela, il avait besoin de l'aide de réseaux organisés d'évasion nazis, connus sous le nom de Ratlins. Ces routes clandestines avaient été établies par d'anciens officiers des SS, des sympathisants nazis en Amérique du Sud, des éléments du Vatican et certains officiers de renseignement occidentaux
qui voyait une utilité à recruter d'anciens nazis comme agents anticommunistes pour la guerre froide émergente. En avril 1949, Mengele a voyagé en Italie, centre des principales filières. À Gênes, il a contacté des réseaux qui facilitaient des documents faux. Ici, son éducation et ses connexions familiales lui ont été utiles. La famille Mengele avait des ressources financières pour payer les pots de vin nécessaires. Le 17 avril, il a reçu un passeport de la Croix-Rouge internationale sous le nom de Helmut Gregor, mécanicien. La Croix-Rouge émettait ces documents pour des réfugiés, parfois sans vérifier correctement les identités, un défaut que des milliers de nazis ont exploité. Avec ce passeport, Mengele a embarqué sur un bateau à Gênes en juillet 1949 à destination de Buenos Aires, Argentine. Alors que le bateau s'éloignait des côtes européennes, l'ange de la mort échappait à la justice. L'Europe restait derrière avec ses ruines, ses tribunaux, ses chercheurs. Devant lui se trouvait l'Amérique du Sud, où des régimes favorables au fascisme offraient un refuge sûr. Mengele avait réussi à échapper à la capture, au procès et à la punition auxquels d'autres médecins nazis avaient été confrontés. Ce succès initial établirait un modèle qui durerait encore 30 ans. Vie dans l'ombre. Sud-Amérique. Le bateau qui transportait Joseph Mengele sous le nom de Helmut Gregor a accosté à Buenos Aires en juillet 1949. La capitale argentine bouillonnait d'activités portuaires. Des immigrants de l'Europe dévastée arrivaient quotidiennement à la recherche de nouvelles vies. Parmi eux se mêlaient des centaines de criminels de guerre nazis, profitant de l'hospitalité du régime du général Juan Domingo Perón. L'Argentine, sous Perón, maintenait des sympathies ouvertes envers le fascisme européen. La communauté allemande en Argentine, établie depuis des décennies, avait cru jusqu'à dépasser 250 000 personnes. Perón a fini par affirmer publiquement des années plus tard qu'il avait délibérément aidé des officiers nazis en réaction contre les procès de Nuremberg, qu'il considérait comme une vengeance des vainqueurs. Son gouvernement a établi un bureau d'immigration dirigé par Santiago Peralta, antisémite avoué, qui facilitait l'entrée d'anciens nazis. Mengele, maintenant Helmut Gregor, a trouvé son premier emploi comme menuisier à Buenos Aires. Il a vécu dans une pension à Vicente López, un quartier au nord de la capitale. La communauté allemande locale fonctionnait comme un réseau de soutien mutuel où d'anciens officiers nazis se réunissaient discrètement, partageaient des contacts et aidaient avec l'emploi et le logement. Pour 1951, se sentant plus confiant, il abandonna son alias et commença à utiliser son vrai nom. En 1954, il établit une entreprise légitime en tant qu'associé dans un laboratoire pharmaceutique appelé Fadropharm à Carapachay. Le laboratoire produisait des médicaments génériques et lui fournissait à la fois des revenus et une respectabilité apparente. Simultanément, sa famille en Allemagne lui envoyait des fonds canalisés discrètement à travers des banques suisses. En 1958, il a fait son pas le plus audacieux. Il a voyagé en Uruguay, où il a épousé Martha Mengele, veuve de son frère Karl qui était mort pendant la guerre. Le mariage a été enregistré légalement sous le nom de Joseph Mengele. Il n'utilisait plus d'alias. En 1959, il a formellement demandé sa citoyenneté paraguayenne sous son vrai nom, José Mengele. Le régime du dictateur Alfredo Stroessner a traité la demande sans problème. Mengele a reçu des documents paraguayens légitimes, comprenant un passeport. Mais en février de cette même année, il commet sa plus audacieuse acte d'arrogance. Il a visité l'ambassade allemande de l'Ouest à Buenos Aires et a demandé un passeport allemand, utilisant son vrai nom et fournissant sa vraie adresse. Le personnel consulaire a traité la demande de manière routinière. Il possédait maintenant 3 identités légales: citoyenneté paraguayenne, documents allemands de l'Ouest et reconnaissance argentine en tant que résident. Cette multiplicité d'identités officielles a révélé un échec systémique extraordinaire.
L'Allemagne de l'Ouest avait émis un mandat d'arrêt contre Mengele en juin 1959, après que le chasseur de nazis Hermann Langbein ait découvert des documents de divorce listant une adresse à Buenos Aires. Un mandat d'extradition a été envoyé en Argentine. Cependant, le bras consulaire allemand à Buenos Aires ne coordonnait apparemment pas avec le bras judiciaire à Francfort. La main gauche du gouvernement allemand émettait des documents de voyage, tandis que la droite tentait de l'arrêter. Pendant ces années, je vivais dans plusieurs banlieues privilégiées de Buenos Aires comme Belgrano, Olivos et Vicente López, des zones avec une forte concentration de résidents allemands. Je fréquentais des restaurants allemands, assistais à des événements sociaux au club allemand, maintenant un profil social actif mais discret. La demande d'extradition allemande est finalement parvenue aux autorités argentines en 1959. Un juge argentin l'a rejetée, déclarant que les charges contre Mengele étaient de nature politique, non criminelle, et qu'elles ne justifiaient donc pas l'extradition. Cette décision juridiquement absurde assimilait l'expérimentation médicale génocidaire à des différences politiques d'opinion. Mais des événements en mai de 1960 changeraient son calcul de sécurité de manière dramatiquement. Le Mossad captura Adolf Eichmann dans une banlieue de Buenos Aires. Eichmann avait été l'architecte logistique de l'Holocauste. Des agents israéliens l'avaient traqué pendant des mois, avaient-ils confirmé son identité et l'avaient enlevé d'un arrêt de bus. Ils l'ont fait sortir clandestinement d'Argentine dans un avion d'El Al. Au moment où l'Argentine a protesté contre la violation de souveraineté, Eichmann était déjà dans une cellule à Jérusalem. La capture a envoyé des ondes de panique à travers la communauté des fugitifs nazis en Amérique du Sud. Mengele sut qu'il devait agir immédiatement. En avril 1959, il avait vendu ses actions dans Fadro Farm et avait donné pouvoir légal à Marta pour gérer les affaires en son nom, préparant une sortie rapide. Mengele a fui à Paraguay, où sa citoyenneté lui offrait une protection légale plus solide. Il s'est installé dans une ferme isolée près de Oeno, un village frontalier près de l'Argentine. Le régime de Stroessner entretenait des relations étroites avec des fugitifs nazis et les officiers paraguayens savaient exactement qui était José Mengele. En octobre 1960, avec l'attention mondiale focalisée sur le procès d'Eichmann, qui commencerait en avril de l'année suivante, il décida de déménager à nouveau. Cette fois, sa destination était le Brésil, où des contacts nazis établis pouvaient l'héberger dans un anonymat plus profond. Wolfgang Gerhard, Autrichien établi au Brésil et sympathisant nazi convaincu, facilita son entrée. Gerhard possédait une ferme isolée dans l'État de São Paulo, où il a amené Mengele sous une nouvelle identité fausse, Peter Hochbichler. Pendant les années suivantes, Mengele a vécu dans cette ferme, effectuant des travaux agricoles, isolé des villes, réduit à une existence presque paysanne. Les conditions étaient dramatiquement différentes de sa vie précédente à Buenos Aires. La ferme manquait de commodités modernes. Sa santé a commencé à se détériorer. En 1976, il a subi un AVC qui l'a laissé partiellement affaibli. Il a développé une hypertension chronique et une infection de l'oreille a affecté son équilibre de manière permanente. En 1975, il s'est installé pour vivre avec Wolfram et Liselotte Bosser, un couple germano-brésilien dans un suburbe de São Paulo. Les Bosser connaissaient sa véritable identité et avaient accepté de l'héberger par sympathie idéologique et compensation économique de la famille Mengele. Dans leur maison, il a vécu ses 4 dernières années. Pendant toute cette période, il a maintenu une correspondance avec sa famille en Allemagne. Il écrivait des lettres codées qu'il envoyait par l'intermédiaire de personnes. Dans ses écrits, il n'a jamais exprimé de remords pour Auschwitz. Il restait un nazi convaincu, croyant qu'il avait servi une cause juste. Il se voyait comme un scientifique ayant réalisé des recherches précieuses, jamais comme un criminel ayant torturé et assassiné des milliers. Le 7 février 1979,
Mengele a visité la plage de Bertioga avec les Bosser. Il est entré dans l'océan pour nager et à plusieurs mètres du rivage, il a souffert d'un second accident vasculaire cérébral massif. Il a perdu connaissance dans l'eau et s'est noyé. Les Bosser ont récupéré son corps des vagues. Ils ont choisi le secret. Ils ont enterré Mengele sous le nom de Wolfgang Gerhard dans le cimetière Notre-Dame du Rosaire à Mbudazarte, un village près de São Paulo. Les documents officiels de décès indiquaient que le défunt s'appelait Wolfgang Gerhard. Les Bosser ont en secret informé Hans Sedlmayr, ami de longue date de Mengele et gérant de l'entreprise familiale à Günzburg. Tous ont convenu de garder un silence absolu. Joseph Mengele était mort comme il avait vécu ces 30 dernières années, dans l'ombre, sous un faux nom, échappant à la justice. Sa mort naturelle lui a épargné le procès que des milliers de survivants et de familles de victimes désiraient. Il n'y a eu aucun règlement de compte, aucune lecture des charges, aucun verdict, aucune peine. L'ange de la mort s'est simplement évaporé dans les eaux du Brésil, laissant derrière lui des questions sans réponse et un héritage d'horreur sans punition, la chasse fantôme. Recherche internationale. Alors que Joseph Mengele vivait relativement tranquillement en Amérique du Sud, une recherche internationale d'intensité variable tentait de le localiser. Cette chasse impliquait des gouvernements, des agences de renseignement, des organisations privées et des chasseurs de nazis individuels. Cependant, elle était entachée d'échecs de coordination, de priorités conflictuelles et d'opportunités manquées qui ont permis à Mengele de rester libre jusqu'à sa mort naturelle. Les premiers efforts sérieux ont commencé en 1958 lorsque Hermann Langbein, survivant autrichien d'Auschwitz, découvrit des documents de divorce de Mengele qui mentionnaient une adresse à Buenos Aires. Langbein travaillait avec Simon Wiesenthal, qui avait établi son centre de documentation à Vienne pour traquer les criminels nazis en fuite. Wiesenthal a présenté cette information au procureur Fritz Bauer à Francfort, qui a préparé un mandat d'arrêt émis le 5 juin 1959. Cet ordre comprenait des détails spécifiques sur les activités de Mengele à Auschwitz, basés sur des témoignages de survivants. L'Allemagne de l'Ouest a demandé formellement l'extradition vers l'Argentine. Mais comme l'Argentine a rejeté la demande sous des prétextes politiques, l'ordre est devenu un document sans pouvoir. Mengele est resté inaccessible à Buenos Aires, visitant même l'ambassade allemande pour obtenir des documents de voyage sous son propre nom, tout en étant simultanément recherché par un ordre judiciaire allemand. L'événement qui a intensifié dramatiquement la recherche fut la capture d'Adolf Eichmann en mai 1960. Le Mossad, dirigé par Isser Harel, avait monté une opération méticuleusement planifiée qui a abouti à l'enlèvement d'Eichmann d'un quartier de Buenos Aires. Après l'avoir sécurisé, Harel a immédiatement ordonné que l'opération s'élargisse pour chercher Mengele. Le directeur du Mossad a personnellement interrogé Eichmann au sujet de Mengele. Eichmann a fourni une adresse d'une pension qui avait été un refuge sûr pour des fugitifs nazis. Des agents israéliens ont établi une surveillance à l'emplacement, mais n'ont révélé aucun signe de Mengele ni de sa famille. Le facteur du quartier a confirmé que Mengele avait reçu du courrier sous son vrai nom à cette adresse récemment, mais il avait déménagé sans laisser d'adresse de réexpédition. Harel a également enquêté sur un magasin de machines où Mengele avait été associé partiel. Des agents du Mossad se sont présentés comme des acheteurs potentiels, mais les employés n'ont pas fourni d'informations utiles. Au moment où cette enquête révélait des pistes, Mengele avait déjà vendu ses actions et s'était enfui au Paraguay. Harel faisait face à une décision difficile, continuer à chercher Mengele en risquant la sécurité d'Eichmann ou compléter l'opération Eichmann et retourner en Israël. Il a choisi la deuxième option. En 1962, le Mossad a lancé une nouvelle opération dédiée spécifiquement à Mengele. Zvi Aharoni, l'agent qui avait identifié Eichmann,
a été mis à la tête d'une équipe chargée de le traquer et de le capturer. Aharoni a recruté Wilhelm Sassen, ancien officier nazi qui vivait en Argentine et connaissait Mengele personnellement. Sassen a fourni des informations indiquant que Mengele avait trouvé refuge près de São Paulo, Brésil. Le 23 juillet 1962 a eu lieu le moment le plus proche que le Mossad a eu pour capturer Mengele vivant. Aharoni et son équipe avaient été suivis Wolfgang Gerhard, identifié comme contact de Mengele. Des agents ont suivi Gerhard jusqu'à une ferme rurale près de São Paulo. Aharoni se trouvait sur un chemin de terre près de la propriété quand il a rencontré un groupe d'hommes. L'un d'eux correspondait exactement aux descriptions de Mengele. Les yeux de l'agent et du fugitif se sont croisés un instant. Aharoni a envoyé un câble urgent au siège du Mossad en Israël. L'analyse ultérieure a presque confirmé avec certitude qu'il s'agissait de Mengele. Aharoni a demandé une autorisation pour monter une opération de capture. Mais à Tel Aviv, des considérations stratégiques plus larges ont dicté une décision différente. Le chef du Mossad a évalué de multiples facteurs. Une opération de capture sur le territoire brésilien nécessiterait une logistique complexe et une approbation politique de haut niveau. Le budget de l'agence était limité et déjà engagé dans d'autres opérations. Plus important encore, les relations d'Israël avec l'Égypte se détérioraient rapidement, présageant ce qui deviendrait la guerre des 6 jours en 1967. Les ressources de renseignement devaient être priorisées pour des menaces existentielles immédiates plutôt que pour une justice rétroactive. Harel a ordonné d'annuler l'opération Mengele. Des décennies plus tard, des responsables du Mossad ont exprimé des regrets pour cette décision. Mike Harari, qui dirigeait l'unité des opérations spéciales Caesarea dans les années 70, a déclaré, peu avant sa mort, en 2014, « Tant qu'il y aura un nazi respirant dans n'importe quel recoin du monde, nous aurions dû l'aider à cesser de respirer. » Mais en 1962, la décision stratégique était claire. Mengele ne valait pas le risque opérationnel et le coût politique d'une autre violation de la souveraineté sud-américaine. Alors que le Mossad se retirait, Simon Wiesenthal poursuivait sa croisade individuelle. Il exerçait une pression constante sur les gouvernements occidentaux pour poursuivre les criminels nazis. En ce qui concerne Mengele, il émettait des rapports périodiques d'observation qui généraient des gros titres mais conduisaient rarement à des résultats concrets. Il rapporta que des informateurs avaient vu Mengele sur l'île grecque de Kythnos en 1960, au Caire en 1961, en Espagne en 1971 et au Paraguay en 1978. La plupart de ces rapports étaient faux ou basés sur des informations obsolètes. Wiesenthal a engagé des enquêteurs pour vérifier certaines pistes qui l'ont informé que les histoires étaient à fabriquer, mais il a continué à les promouvoir publiquement. L'ambassadeur israélien au Paraguay de 1968 à 1972, Benjamin Varon, a commenté en 1983 « Wiesenthal fait des déclarations périodiques disant qu'il est sur le point de l'attraper, peut-être parce qu'il doit recueillir des fonds pour ses activités et le nom Mengele est toujours bon pour la publicité. » L'ancien chef du Mossad Isser Harel était plus sévère. La folie de Wiesenthal frôle le criminel dans l'affaire Mengele. Harel critiquait le fait que Wiesenthal suscitait de fausses attentes chez les survivants et détournait des ressources de recherche productives. Cependant, Wiesenthal maintenait l'attention publique sur l'affaire alors que les gouvernements préféraient oublier. En 1982, Wiesenthal a offert une récompense de $100 000 pour des informations conduisant à l'arrestation de Mengele. En 1985, il insistait encore publiquement qu'il était 100% sûr que Mengele était vivant au Paraguay jusqu'en juin 1984. Cette affirmation est venue 6 ans après que Mengele avait réellement été mort au Brésil. En février 1985,
une frustration accumulée avec des décennies d'échecs, a conduit à un événement sans précédent, un procès simulé de Mengele à Jérusalem. Plus de 100 survivants de ces expériences ont témoigné publiquement de leurs expériences. Eva Moses Kor et d'autres jumeaux survivants ont narré en détail les horreurs qu'ils avaient subies. Wiesenthal a servi comme l'un des juges de ce tribunal symbolique. Mengele a été déclaré coupable in absentia de crimes contre l'humanité. Mais sans l'accusé présent, le verdict était creux. Les survivants ont obtenu une catharsis limitée en témoignant, mais la véritable justice restait insaisissable. Ce que les participants ne savaient pas, c'est que l'homme qu'ils jugeaient symboliquement était mort depuis 6 ans. Le jugement simulé a effectivement suscité un nouvel intérêt international. En mai 1985, les gouvernements des États-Unis, de l'Allemagne de l'Ouest et d'Israël ont convenu de coordonner leurs efforts pour déterminer définitivement le lieu de Mengele. Les 3 pays ont offert des récompenses substantielles pour des informations. Le Seed Artist montant total a atteint des millions de dollars. Cette coordination a finalement produit des résultats, bien que ceux-ci ne soient pas attendus. Le 31 mai 1985, la police allemande de l'Ouest a perquisitionné la maison de Hans Sedlmayr à Günzburg. Sedlmayr, ami d'enfance de Mengele et directeur des ventes dans l'entreprise familiale, avait maintenu un contact secret avec le fugitif pendant des décennies. Chez lui, les policiers ont trouvé un livre d'adresses codées et des copies de lettres envoyées et reçues de Mengele. Parmi les documents, il y avait une lettre de Wolfram Bosser informant Sedlmayr de la mort de Mengele. Cette révélation a immédiatement été transmise aux autorités brésiliennes. La police de São Paulo a contacté les Bosser et les a interrogés. Sous pression, ils ont révélé l'emplacement de la tombe à Embu das Artes. Le 6 juin 1985, exactement 6 ans et 4 mois après sa mort, le corps de Joseph Mengele a été exhumé devant des caméras de télévision qui diffusaient en direct à l'échelle mondiale. La recherche internationale de Joseph Mengele avait duré 40 ans depuis la fin de la guerre. Elle avait impliqué les agences de renseignement les plus sophistiquées du monde, des chasseurs de nazis dévoués, des ressources financières substantielles et une volonté politique intermittente. Cependant, elle s'est terminée non par une capture, mais par une exhumation. L'échec de le localiser de son vivant a révélé des déficiences systémiques dans la coopération internationale, la priorisation de la justice sur d'autres intérêts géopolitiques et l'efficacité des réseaux de soutien nazis en Amérique du Sud. Mengele avait gagné son jeu de cache-cache contre le monde, mourant libre, sans procès, sans punition. La justice pour ses victimes devrait se contenter de l'identification posthume de ses restes. Identification forense, la fin anticlimatique. Le 6 juin 1985, sous des cieux nuageux dans le petit village d'Embu das Artes, près de São Paulo, au Brésil, une excavatrice a commencé à enlever de la terre du cimetière Notre-Dame du Rosaire. Des caméras de télévision de chaînes internationales filmaient chaque mouvement. Des journalistes de dizaines de pays observaient depuis derrière des cordons de police. Le monde entier s'apprêtait à assister à l'exhumation de celui qui pourrait être le criminel de guerre nazi le plus recherché de l'histoire. La tombe marquée du nom Wolfgang Gerhard avait été identifiée quelques jours auparavant, après des interrogatoires de Wolfram et Liselott Bosser. Le couple germano-brésilien avait finalement cédé sous la pression policière, révélant le secret qu'il avait gardé pendant 6 ans. Les autorités brésiliennes, en coordination avec des enquêteurs allemands, américains et israéliens, ont organisé l'exhumation en urgence. L'Allemagne de l'Ouest avait envoyé une équipe d'experts médico-légaux dirigée par le docteur Richard Elmer de l'Institut de médecine légale de l'Université de Kiel. Les États-Unis ont envoyé le docteur Lowell Levin, dentiste médico-légal éminent, et le docteur Clyde Snow, anthropologue médico-légal. Israël a envoyé ses propres experts.
Le Brésil a fourni des installations de l'Institut médico-légal de São Paulo et la coordination du Dr Wilmes Teixeira. Lorsque les travailleurs atteignirent enfin le cercueil et l'ouvrirent, ils trouvèrent des restes dans un état avancé de décomposition, mais structurellement complet. Le corps avait été enterré pendant 6 ans dans un climat tropical humide. Les tissus mous étaient majoritairement absents, mais le squelette demeurait intact. Les os furent soigneusement retirés, photographiés sur place et transportés à l'Institut médico-légal à São Paulo. C'est là que l'un des processus d'identification judiciaire les plus exhaustifs et publiés de l'histoire a commencé. L'équipe internationale savait que le monde n'accepterait pas de conclusion sans des preuves écrasantes. Les survivants de l'Holocauste avaient besoin de certitude. Des chasseurs de nazis comme Simon Wiesenthal, qui insistait encore publiquement sur le fait que Mengele était vivant, exigeraient des preuves irréfutables. L'analyse a commencé par l'anthropologie judiciaire de base. En examinant le pelvis et le crâne, les experts ont déterminé que le squelette était masculin. La fusion des épiphyses dans les os longs indiquait un adulte complètement mature. En mesurant le fémur et d'autres os longs, ils ont calculé une hauteur d'environ 174 cm, conforme au dossier de Mengele. En examinant la surface du pubis et d'autres marqueurs d'âge osseux, ils ont estimé l'âge au décès entre 64 et 74 ans. Mengele était décédé à 67 ans. Le docteur Snow a examiné soigneusement le crâne à la recherche de caractéristiques individuelles. Des asymétries subtiles, des protubérances et des dépressions créent un motif identifiable. Snow a catalogué des dizaines de caractéristiques distinctives du crâne exhumé pour une comparaison ultérieure avec des photographies connues de Mengele. L'analyse dentaire a fourni des preuves cruciales. Le docteur Levin a examiné les dents restantes et les structures mandibulaires. Il a trouvé des plombages à des positions spécifiques, des espaces où des dents avaient été extraites, des motifs d'usure caractéristiques et des preuves de traitement de canal. Cette découverte correspondait parfaitement aux journaux de Mengele trouvés chez les Bosser, où il avait noté de multiples visites chez un dentiste pour un traitement de douleurs dentaires sévères. Les chercheurs ont contacté le docteur Dashi, un dentiste américain qui avait travaillé à São Paulo pendant les années 70. En consultant ses dossiers, Dashi a confirmé avoir traité un patient allemand âgé qui correspondait à la description de Mengele. Bien que les dossiers n'incluaient pas le vrai nom du patient, les procédures dentaires décrites correspondaient exactement à ce qui avait été observé dans le squelette. L'examen radiologique a révélé des preuves supplémentaires de lésions antérieures. Mengele avait subi plusieurs fractures au cours de sa vie. Une fracture de la hanche due à un accident de moto dans sa jeunesse, une fracture de la clavicule, des dommages à l'omoplate. Les radiographies du squelette montraient des signes de toutes ces lésions aux bons endroits. Plus dramatiquement, le crâne présentait un trou anormal dans le sinus maxillaire lié à une infection chronique. Les dossiers médicaux d'Allemagne confirmaient que Mengele avait souffert de sinusite chronique sévère avant la guerre. Mais la pièce d'évidence la plus convaincante venait du docteur Richard Elmer, qui utilisait une technique innovante appelée superposition crâne-photographie. Elmer avait développé une méthode qu'il appelait mélange visuel électronique. En utilisant un équipement vidéo spécialisé, il projetait des images du crâne sur des photographies connues de Mengele, alignant des points anatomiques spécifiques. Elmer a travaillé avec plusieurs photographies de Mengele prises à différentes périodes de sa vie. Des photos universitaires des années 30, des photos militaires des années 40. L'album Höcker qui montrait Mengele à Auschwitz. Il a systématiquement aligné plus de 30 repères anatomiques, l'orbite oculaire, la pommette, la forme du nez, le contour de la mâchoire. Dans chaque cas, le crâne exhumé correspondait précisément aux caractéristiques visibles sur les photographies. Le 29 juin 1985, l'équipe d'experts judiciaires internationale
a convoqué une conférence de presse à l'Institut médico-légal de São Paulo. Devant les caméras de télévision du monde entier, ils ont présenté leurs conclusions. Le docteur Lowell Levine, chef de l'équipe américaine, a lu la déclaration formelle « C'est notre avis que ce squelette est celui de Joseph Mengele ». Lorsqu'un journaliste a demandé à quel point ils étaient sûrs, Levine a répondu « Dans un degré de certitude scientifique raisonnable. Cela représente un degré de probabilité très élevé. Les scientifiques ne disent jamais que quelque chose est à 100%. Le gouvernement des États-Unis a accepté l'identification le 21 juin 1985. Cependant, l'Allemagne et Israël ont maintenu des réserves initiales. Certains sceptiques, y compris Simon Wiesenthal, suggéraient que l'enterrement pouvait être un stratagème élaboré. D'autres signalaient correctement que, sans preuve d'ADN, il restait une marge technique de doute, bien que petite. La science judiciaire de 1985 n'utilisait pas encore routinièrement l'analyse ADN pour l'identification. La technique de l'empreinte génétique avait été développée par Alec Jeffreys en 1984, à peine un an auparavant, et n'était pas largement accessible. En 1992, 7 ans après l'exhumation, la technologie avait suffisamment avancé pour permettre des analyses d'ADN sur des restes dégradés. Des scientifiques de l'université de Leicester en Angleterre, travaillant avec des échantillons osseux du fémur, ont réussi à extraire de l'ADN malgré son état détérioré. Utilisant la technique alors novatrice de réaction en chaîne de polymérase, les scientifiques ont amplifié des segments spécifiques de l'ADN et se sont concentrés sur des microsatellites, des séquences courtes répétées qui varient d'un individu à l'autre. Pour comparaison, ils avaient besoin d'ADN de membres de la famille de Mengele. Rolf Mengele, fils de Joseph, a fourni un échantillon de sang. Les scientifiques ont comparé les profils génétiques du fémur avec ceux de Rolf Mengele, cherchant une compatibilité de paternité. Les résultats étaient concluants. Dans tous les loci examinés, le profil génétique de l'os était entièrement compatible avec Rolf, étant le fils biologique de l'individu enterré. Les probabilités statistiques étaient écrasantes. Moins d'un sur 1800 individus caucasiens non liés à Rolf montrerait une compatibilité complète par hasard. Lorsque les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Forensic Science International en 1992, ils ont éliminé tout doute raisonnable restant. Le processus d'identification de Mengele était devenu un jalon de la médecine légale. C'était l'un des premiers cas très médiatisés où plusieurs techniques judiciaires ont convergé pour établir une identité au-delà de tout doute raisonnable. La superposition crâne-photographie de Elmer a établi de nouveaux standards pour l'analyse comparée visuelle. L'utilisation d'ADN dégradé provenant d'os anciens a démontré le potentiel de la génétique judiciaire, même dans des conditions difficiles. Le squelette de Mengele est resté à l'Institut de médecine légale de São Paulo, où il a finalement été utilisé comme outil pédagogique dans des cours de médecine légale de l'Université de São Paulo. C'est une ironie particulière que le médecin qui a perverti la science médicale pour causer la mort serve, même dans la mort, à former la prochaine génération de médecins légistes dévoués à la justice. Mais pour les survivants de Mengele, l'identification judiciaire était une victoire vaine. Eva Moses-Kor, qui avait survécu aux expériences de Mengele avec sa sœur jumelle Myriam, a exprimé des sentiments partagés par beaucoup. La confirmation scientifique de la mort de Mengele apportait une forme de clôture, mais pas de véritable justice. Il était mort libre, sans faire face à des accusateurs, sans entendre les témoignages des victimes, sans verdict de culpabilité, sans peine. La science avait répondu à la question de savoir où était Mengele. Mais la question plus profonde, comment il avait pu échapper à la justice pendant 34 ans, restait sans réponse satisfaisante. Justice, négligée, leçon pour l'histoire. L'histoire de Joseph Mengele ne se termine pas par un coup de marteau dans la salle d'audience,
mais par l'exhumation silencieuse d'une tombe dans le cimetière brésilien. Cette fin anticlimactique représente plus que l'histoire d'un criminel individuel échappant à la justice. Elle symbolise des échecs systémiques en matière de responsabilité internationale pour les crimes contre l'humanité et soulève des questions fondamentales sur la mémoire historique, l'éthique professionnelle et la nature même de la justice. Pour les approximately 200 survivants des expériences de Mengele, la confirmation de leur mort en 1992 est venue trop tard et de manière erronée. Eva Moses Kor a fondé l'organisation CANDLES, acronyme en anglais d'Enfants d'Auschwitz Expériences mortelles de laboratoire nazi survivants, en 1984. L'organisation cherchait à documenter les expériences de jumeaux survivants et à éduquer le public sur les horreurs qu'ils avaient subies. Le procès simulé de 1985 à Jérusalem avait fourni une plateforme pour des témoignages, mais sans l'accusé présent, il manquait de pouvoir cathartique complet. Eva Kor a finalement emprunté un chemin controversé vers la guérison personnelle. En 1995, 50 ans après la libération d'Auschwitz, elle a publiquement signé ce qu'elle a appelé un document de pardon. Elle a expliqué que l'acte de pardon était pour sa propre paix mentale et non une absolution pour les responsables. De nombreux autres survivants ont critiqué cette position, estimant que le pardon sans justice équivalait à une trahison des victimes. Comparer le destin de Mengele avec d'autres criminels nazis de haut rang révèle des disparités troublantes. Adolf Eichmann a été capturé en 1960, jugé à Jérusalem et exécuté en 1962. Franz Stangl, commandant de Treblinka et Sobibor, a été traqué par Simon Wiesenthal, arrêté au Brésil en 1967, extradé vers l'Allemagne et condamné à la réclusion à perpétuité en 1970. Klaus Barbie, le boucher de Lyon, a été extradé de Bolivie vers la France en 1983 et jugé en 1987. Mengele, dont le nom était également notoire, est mort en liberté. Cette disparité soulève des questions sur les facteurs qui ont déterminé qui a fait face à la justice et qui a échappé. Le timing a joué un rôle crucial. Eichmann a été capturé lorsque Israël avait les ressources et la volonté politique pour des opérations risquées. Stangl a vécu sous son vrai nom et a travaillé pour Volkswagen, facilitant sa localisation. Barbie a été abandonné par ses protecteurs lorsque la Bolivie est passée à la démocratie. Mengele a eu de la chance, en accord avec le timing, les endroits et les protecteurs fidèles qui sont restés silencieux même après sa mort. Les défaillances systémiques qui ont permis l'évasion de Mengele ont opéré à plusieurs niveaux. Immédiatement après la guerre, le chaos administratif a permis à Fritz Hollmann d'être libéré de la garde américaine. Des listes de criminels recherchés circulaient lentement, elles étaient incomplètes, n'atteignant pas les soldats traitant les prisonniers. Ce désordre était le résultat de priorités. En 1945, les puissances alliées concentraient dans leurs ressources sur l'occupation de l'Allemagne, l'établissement de gouvernements, la prévention de la famine, et non sur la traque de chaque officier SS parmi des millions de prisonniers. La guerre froide qui a émergé rapidement a réorienté les priorités occidentales. Les États-Unis et la Grande-Bretagne avaient besoin de l'Allemagne occidentale comme allié contre l'Union soviétique. Éliminer chaque ancien nazi des postes de responsabilité aurait paralysé le gouvernement, l'économie et le système judiciaire allemands occidentaux. Le pragmatisme politique dictait que seuls les dirigeants les plus proéminents seraient poursuivis. L'Allemagne de l'Ouest elle-même a montré de l'ambivalence à poursuivre les criminels nazis. L'establishment allemand d'après-guerre comprenait de nombreux anciens membres du parti nazi dans des postes administratifs, judiciaires et médicaux. Ottmar von Verschuer, mentor de Mengele, qui a reçu des spécimens d'Auschwitz, a poursuivi une carrière académique jusqu'aux années 60 sans faire face à des accusations.
Ce contexte explique pourquoi l'extradition de Mengele n'était pas une priorité maximale pour Bonn. La complicité des gouvernements sud-américains a également été un facteur important. L'Argentine sous Perón recrutait activement d'anciens officiers nazis. Le Paraguay sous Stroessner a maintenu une politique similaire. Le Brésil, bien que moins ouvertement pro-nazi, tolérait la présence de fugitifs allemands, en particulier dans les communautés rurales allemandes. Ces politiques de refuge sûr n'étaient pas secrètes, mais des décisions calculées de régimes partageant des affinités avec le fascisme ou valorisant les relations avec les communautés allemandes locales. Des institutions prétendument neutres ont également échoué. La Croix-Rouge internationale a délivré des documents de voyage à des milliers de fugitifs nazis sans vérification adéquate des identités. Des éléments au sein du Vatican ont facilité des filières en contactant des prêtres sympathisants tels qu'Alois Sudal. L'Église catholique n'a jamais ouvert entièrement les archives pertinentes, laissant des questions sans réponse sur le niveau exact de complicité institutionnelle. L'affaire Mengele expose également des dilemmes de justice tardive. Lorsqu'il a finalement été confirmé mort, en 1992, 47 années s'étaient écoulées depuis Auschwitz. Beaucoup de victimes étaient hommes mortes. Les souvenirs des survivants s'estompaient. Le contexte historique avait changé de manière dramatique. Les jeunes générations en Allemagne, en Argentine et au Brésil n'avaient pas de connexion personnelle avec la guerre. Est-ce que juger Mengele dans les années 80 aurait servi à quelque chose s'il avait été capturé vivant? Les défenseurs de la justice soutiennent que oui, absolument. Un procès public aurait fourni une plateforme pour des témoignages de victimes, une éducation historique massive et une réaffirmation des normes contre l'impunité. Le procès d'Eichmann, en 1961, a eu exactement ces effets, transformant la conscience mondiale sur l'Holocauste. Les cyniques se demandent si une justice qui arrive 40 ans plus tard mérite d'être appelée justice. Mengele, dans les années 80, aurait été un vieillard, probablement malade, une ombre du médecin d'Auschwitz. Sa punition n'aurait pas inversé la souffrance des victimes. La valeur aurait été purement symbolique, une démonstration qu'aucun criminel, peu importe combien de temps passe, n'est au-delà de la portée de la responsabilité. L'héritage de Mengele a forcé l'évolution du droit international. La Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, adoptée par les Nations Unies en 1968, a établi que le génocide ne prescrit jamais. La Cour pénale internationale, établie en 2002, a incorporé le principe de la compétence universelle pour les crimes les plus graves. L'impact sur l'éthique médicale a également été significatif. Le Code de Nuremberg, formulé en 1947 durant le procès des médecins, a établi des principes fondamentaux de consentement éclairé dans l'expérimentation humaine. La déclaration d'Helsinki de 1964 a élargi ces principes. Mengele personnifiait exactement pourquoi de tels codes étaient nécessaires. Un médecin hautement éduqué avait transformé la connaissance scientifique en instrument de torture. Les débats continuent sur la question de savoir si les données des expériences nazies devraient être utilisées scientifiquement. Mengele a envoyé des échantillons et des informations à des institutions allemandes respectables. Certains soutiennent que l'utilisation de toute donnée dérivée d'expérimentations non consensuelles honore des crimes. D'autres suggèrent que si l'information peut sauver des vies, la gaspiller ajoute une insulte sans bénéfice. Le consensus éthique actuel rejette l'utilisation de telles données, sauf dans des circonstances extrêmement limitées avec une reconnaissance complète de leur origine criminelle. La question la plus profonde que Mengele pose est comment des professionnels, éduqués, jurant le serment d'Hippocrate, deviennent des auteurs d'atrocités. L'historien Robert J. Lifton a étudié de manière approfondie les médecins nazis
soutenant qu'il est erroné de les considérer comme des monstres incompréhensibles. Mengele était le produit d'un système qui a légitimé la pseudoscience raciale, déshumanisé les victimes et récompensé la loyauté idéologique plutôt que l'éthique professionnelle. La transformation de Mengele, d'étudiant brillant en ange de la mort, s'est produite par des étapes incrémentielles: acceptation des théories raciales comme science légitime, affiliation à un parti qui promouvait ces théories, immersion dans une institution dédiée à l'eugénisme, et enfin affectation où le pouvoir absolu sur les vies humaines a éliminé les contraintes éthiques externes. Chaque étape semblait justifiable dans son cadre idéologique déformé. Cette compréhension a des implications contemporaines. Des médecins, des scientifiques et des universitaires dans n'importe quelle société peuvent être recrutés à des fins immorales si des structures institutionnelles normalisent des violations éthiques. Une surveillance constante contre l'abus de pouvoir médical et scientifique est nécessaire. Mengele sert d'avertissement perpétuel sur ce qui se passe lorsque des professionnels abandonnent des principes éthiques fondamentaux. Le silence de la famille Mengele pendant 40 ans mérite également d'être examiné. L'entreprise familiale a prospéré en Allemagne d'après-guerre. Karl Mengele, père, est mort en sachant que son fils avait commis des atrocités tout en le soutenant financièrement. Les frères de Joseph ont canalisé des fonds en Amérique du Sud. Lorsque Rolf Mengele, fils de Joseph, a finalement rendu visite à son père en 1977 au Brésil, il a exprimé son désenchantement face aux explications que Joseph donnait sur Auschwitz. Cependant, Rolf n'a pas révélé la localisation de son père aux autorités jusqu'après la confirmation de sa mort en 1985. Pour la mémoire collective, Mengele est devenu l'archétype du scientifique maléfique, le médecin nazi, symbole culturel de la perversion de la médecine. Il apparaît dans des films comme Les enfants du Brésil, des romans et des programmes télévisés représentant toujours le mal absolu dans une blouse blanche. Cette iconographie culturelle simplifie la réalité historique, mais joue le rôle de maintenir vivante la mémoire lorsque des témoins directs meurent. Le musée d'Auschwitz-Birkenau préserve des blocs où Mengele a expérimenté, permettant aux visiteurs de confronter des espaces physiques d'horreur. Le musée Candless à Terre Haute, dans l'Indiana, fondé par Eva Moses Kor, éduque spécifiquement sur les expériences faites sur les jumeaux. Ces institutions transforment le traumatisme en éducation, la mémoire en action préventive contre de futurs génocides. La question finale qui persiste est de savoir si la mort anonyme de Mengele sur une plage brésilienne représente une forme de justice poétique ou un échec total. Il a passé ces dernières années dans une pauvreté relative, avec une santé déclinante et en isolement. Il n'a jamais pu revendiquer publiquement son identité. Il a vécu avec la peur constante d'être capturé. Certains voient en cela une punition suffisante. D'autres soulignent, à juste titre, que l'inconfort d'un fugitif pâlit en comparaison de l'agonie qu'il a infligée à ses victimes. Ce que l'affaire Mengele démontre définitivement, c'est que la justice retardée ou niée a des conséquences générationnelles. Des survivants ont vécu des décennies sans closure. Leurs enfants ont grandi avec des parents traumatisés dont la douleur n'a jamais été validée par un verdict judiciaire. La société allemande a évité de confronter complètement son passé lorsque des criminels vivaient librement. L'Argentine, le Paraguay et le Brésil ont tardivement fait face à leur complicité dans la dissimulation de fugitifs. En 2025, 80 ans après Auschwitz, les derniers survivants de Mengele sont en train de mourir. Bientôt, il ne restera plus personne en vie pour témoigner directement. L'histoire passe de la mémoire vécue à un enregistrement historique. C'est pourquoi une documentation exhaustive, la préservation des témoignages et l'éducation continue sont cruciales. L'avertissement de Mengele reste urgemment pertinent.
Les médecins contemporains font face à des pressions de gouvernements autoritaires pour participer à la torture, à l'expérimentation non éthique et aux violations des droits humains. Les scientifiques font face à la tentation de poursuivre une connaissance sans contraintes éthiques. Les sociétés courent le risque de déshumaniser des groupes minoritaires par le biais de pseudosciences. L'héritage de Mengele crie à travers l'histoire « Jamais, au grand jamais, permettre que des professionnels de la santé deviennent les bourreaux de génocide. Jamais, au grand jamais, permettre que des criminels échappent à leurs responsabilités par complicité internationale. Jamais, au grand jamais, oublier que derrière chaque atrocité se cachent des décisions humaines individuelles qui auraient pu être prises différemment. Joseph Mengele est mort libre, mais pas victorieux. Son nom reste synonyme de mal, son héritage une mise en garde, ses victimes ne sont pas oubliées. La justice qu'il a esquivée de son vivant a été prononcée par l'histoire. Et cette histoire, enregistrée dans des témoignages de survivants, préservée dans des archives et enseignée aux nouvelles générations, assure que bien qu'il ait échappé au tribunal humain, il n'a pas échappé au jugement de l'humanité qui se souviendra de lui pour toujours, non pas comme médecin ou scientifique, mais comme l'ange de la mort.